Les Français d'Algérie pensaient être Français. Et on a parlé de rapatrier. Et en fait, quand ils sont arrivés à Marseille, en descendant du bateau, il y avait une banderole qui disait « Les pieds noirs, rentrez chez vous ». Bon, voilà, ça donne une ambiance. J'ai une grand-mère qui a été fouillée au corps par les CRS en arrivant à Marseille. Donc voilà, elle a eu ce traumatisme-là. Et en fait, le pays qui pensait être le leur, ils ont compris qu'ils étaient étrangers, ils avaient un accent qu'on leur a demandé de perdre. Donc en fait, dans ma famille, les gens ont pris des cours pour perdre l'accent pied-noir. Voilà. Et donc c'était des étrangers. Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Nicolas Pommiès, 52 ans, j'ai été ouvrier dans l'imprimerie, cadre en logistique et maintenant je suis dirigeant mutualiste. Est-ce que tu peux me parler de ton enfance et me dire quel enfant tu étais ? Alors j'ai été un enfant déraciné, toujours, c'est-à-dire un enfant de province. C'est-à-dire que moi je suis né à Soissons par hasard, parce que mes parents venaient d'Algérie. Donc Soissons, je suis trop petit pour m'en souvenir. Enfin, j'allais en vacances chez mes grands-parents à Soissons. Mais autrement, on a vécu avec mes parents à Angoulême. Là, c'est des bons moments que j'ai passés. On était dans la banlieue d'Angoulême avec une petite maison. Voilà, Angoulême, c'était une ville sympathique. Par contre, j'étais un enfant plutôt seul parce que j'avais pas de frères, ma famille, mes cousins étaient loin. Et au début, je pense que ce qui était marquant, c'est que j'étais un enfant seul, qui développait beaucoup son imaginaire. C'est-à-dire que je jouais seul. Et en fait, je suis sorti de cette solitude par le sport. Et j'ai fait toute une série de sports pour jusqu'à tomber sur le sport qui me correspondait, qui est le rugby. Et là, j'ai fait beaucoup de rugby à Angoulême. En fait, on est à Angoulême, c'est la ville, c'est la limite entre la Languedoc et la Languedoc. Donc, il y a ces deux cultures du football et du rugby. Et moi, je suis tombé dans le rugby. Ça tombait plutôt bien par rapport à ma carrure. Voilà. Et donc, à Angoulême, en fait, je me suis passionné pour le rugby, la bande dessinée aussi, parce qu'il y avait le festival de la bande dessinée. Et donc une enfance, on va dire classique. On parlait pas de périurbain à l'époque, mais j'allais dans les bois, on faisait des cabanes, on jouait comme ça à ce moment-là. Quel âge t'avais quand tes parents décident de partir en Algérie ? Ah non, là, ils sont pas partis, ils sont revenus. Mon père était jeune, il avait 14 ans, il avait 2 frères qui ont été impliqués dans la guerre d'Algérie. Dans les 2 camps d'ailleurs, mais mon père était trop petit et lui a souffert de la guerre. C'est-à-dire qu'il a souffert des bombardements, des morts, des attentats, et il était traumatisé. C'est-à-dire qu'il a traversé la Méditerranée avec des traumatismes, ça c'est clair. Et ça que j'ai subi, moi, ça que j'ai senti, j'ai vécu dans ce drame. Bon, ma mère non, ma mère avait pas ces problèmes-là. Ma mère était issue d'une famille aussi de l'Empire français. C'est-à-dire que j'ai une grand-mère qui est née à Madagascar, une autre qui était à La Réunion, enfin une arrière-grand-mère à La Réunion. J'ai des arrière-grands-pères qui étaient au Maroc, en Guyane, enfin. Donc moi je suis issu d'une famille qui a toujours tout perdu. C'est qu'on n'était jamais enraciné puisqu'on se faisait virer de partout. Et puis quand on avait construit quelque chose, ça brûlait. Voilà, et donc je pense que ça crée un style d'état d'esprit. D'accord, bon toi tu l'as pas vécu, mais comment s'est passée l'intégration de ton regard de petit quand tu étais enfant pour tes parents en France ? Ah ben en fait, alors on va parler des pieds noirs, les Français d'Algérie pensaient être Français. Et on a parlé de rapatrier. Et en fait, quand ils sont arrivés à Marseille,
En descendant du bateau, il y avait une banderole qui disait « Les pieds noirs, rentrez chez vous ». Bon, voilà, ça donne une ambiance. J'ai une grand-mère qui a été fouillée au corps par les CRS en arrivant à Marseille. Donc voilà, elle a eu ce traumatisme-là. Et en fait, le pays qui pensait être le leur, ils ont compris qu'ils étaient étrangers, ils avaient un accent qu'on leur a demandé de perdre. Donc en fait, dans ma famille, les gens ont pris des cours pour perdre l'accent pied-noir. Voilà. Et donc c'était des étrangers. Tes parents ont tout perdu en Algérie, ils ont perdu leur accent. Quel mode de vie ils avaient en France? Ils sont arrivés dans quelles conditions? Bon, au début, c'était pas évident. Mais enfin, après, il y a la solidarité qui s'est mise en place et ils ont trouvé du travail. Moi, j'ai vécu comme un Méditerranéen. Enfin, j'étais élevé comme un Méditerranéen. J'ai toute la culture pied noir, alors que j'ai jamais mis les pieds en Algérie. Voilà. Donc, j'ai été dans cette ambiance. Enrico Macias, le flamenco, la langue arabe, l'espagnol. Voilà, enfin, mais déraciné. Et comment ils se sont reconstruits? Donc quel métier ils ont exercé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors mes deux parents ont travaillé ils se sont rencontrés dans l'emballage, c'est-à-dire dans des usines de fabrication d'emballage en carton. Voilà, ils se sont rencontrés comme ça. Et hier, tu me disais qu'intellectuellement, ils avaient quand même ils avaient un certain niveau intellectuel. Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis, tes parents? Alors, un niveau intellectuel, c'est peut-être présomptueux de le dire, mais une culture. C'est-à-dire qu'il y avait la culture du livre chez moi. C'est-à-dire que ma mère m'a fait beaucoup lire quand j'étais petit, énormément. Il y avait la culture de l'histoire de France. C'est-à-dire que moi, j'ai énormément lu de livres d'histoire. Ma famille, enfin, j'ai une grande tante qui m'a amené visiter les châteaux. Voilà, donc j'étais passionné d'histoire, je pense, grâce à cet environnement. Et mon père, lui, c'était plutôt un matheux, quoi. C'est-à-dire que c'était un ingénieur, quoi, de niveau. Donc il a fait une école de commerce, une grande école. Ensuite, il est devenu cadre dans les entreprises d'emballage jusqu'à devenir chef d'entreprise. Il montait des usines. Et ma mère, c'est pareil. Ils avaient un niveau équivalent, hein, culturel. Bon, voilà, j'ai été baigné dans ce cadre-là. Donc depuis tout petit, tu as été bercé dans les deux milieux à la fois, intellectuel, mais aussi manuel avec cette usine d'emballage. Moi, mon père, il m'a amené dans les foires, les salons d'exposition techniques. Il était abonné à Sciences et Vie et il m'expliquait les lasers, l'informatique, toutes les technologies qui sortaient, voilà. Il m'a donné ce goût-là parce que et la curiosité et l'envie de m'intéresser. Moi, je suis toujours abonné à des revues scientifiques, d'ailleurs. Enfin, et il prenait le temps de m'expliquer les réalisations. C'était aussi un manuel. Il avait toujours un cutter sur lui. Il coupait des cartons. Quand j'étais petit, j'étais abonné à Pif Gadget. Mais Pif Gadget, en fait, moi, je n'ai jamais fait les gadgets. Je suis un traumatisé de Pif Gadget, c'est mon père qui les faisait. Et puis alors après, il les transformait, il en faisait d'autres objets. Enfin, il était surprenant. Hein. Il était assez génial. Voilà, effectivement, il y avait ce côté manuel. Bon, par contre, il bricolait pas du tout. Il m'a jamais appris à tenir un marteau Winkley. Par contre, il faisait des choses très précises. Je l'ai même vu faire des films commerciaux. C'est lui qui faisait les montages, etc. Puis alors, il était toujours très précis. Par exemple, quand j'ai appris l'anglais, comme tout le monde, j'ai essayé d'apprendre l'anglais au collège. Avec mon père, ça prenait des proportions terribles. C'est-à-dire qu'il faisait des montages sonores, des enregistrements dans les travaux qu'on avait à faire en cours pour m'aider, quoi. C'était toujours, d'ailleurs, ça devenait toujours très compliqué avec lui. Mais bon, voilà, il aimait ce côté technique. Quel rapport tu avais à l'école? L'école, en fait, alors j'aimais bien l'école à Saint-Yrieix, à côté d'Angoulême. C'était l'école communale à l'ancienne, c'était plutôt sympa. Par contre, allons savoir pourquoi. Enfin, moi, je suis un traumatisé, j'en parle de traumatisme, traumatisé des mathématiques.
Donc j'étais pas bon en maths. Alors les devoirs de maths à l'école, c'était pénible. Et je préférais tout ce qui était littéraire, histoire, voilà. Donc à l'école, à la fois j'étais super intéressé par les rédactions, les devoirs d'écriture, mais les mathématiques, pas du tout. Et au collège, tu as souvent entendu, si tu ne travailles pas, tu vas devenir clochard. Est-ce que tu peux nous expliquer Moi, je crois que c'est une réalité qu'on a mis dans la tête de tous les enfants des années 70. On sortait des 30 Glorieuses et on expliquait, voilà, si vous ne travaillez pas bien, vous irez l'horreur à l'usine, vous serez ouvrier s'il y a encore des emplois d'usine, et vous serez dans les... On parlait pas de minima sociaux à l'époque, mais vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent, et vous serez en déclassement social. Ça, je l'ai souvent entendu dire des professeurs. Voilà, et ce qui pouvait conduire à une forme de nihilisme en quelque sorte, hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de désespoir, c'est-à-dire que on est foutu, quoi, foutu d'avance. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ouais, et on le partageait avec mes condisciples, hein, c'est-à-dire qu'on en parlait de ça, de la crainte du lendemain. C'est-à-dire qu'on savait que ce que nos parents avaient connu comme facilité pour trouver du travail, on ne le verrait plus. Et donc il fallait qu'on se batte. Bon, on n'a pas été déçus. Hein. Parce que ma génération, enfin, on a quand même eu beaucoup de difficultés. Enfin, c'était pas simple. Moi, j'ai connu qu'une toute petite période d'euphorie économique, quoi, où j'ai senti qu'il y avait une libération et un moment où on était en pénurie de main-d'œuvre. Mais c'était vraiment une toute petite période. Autrement, c'était la jungle. Hein. Pourquoi c'était si compliqué? Parce que quand vous allez vers un emploi et qu'il y a 110 personnes qui font la queue, voilà, c'est la compétition où on est obligé d'être un loup pour l'homme, quoi. Le fait que les professeurs te disaient ça, est-ce que ça a brisé tes rêves de vouloir faire un métier? Et est-ce que tu avais un métier que tu rêvais de faire et que tu n'as pas pu faire à cause de ça? Alors, étant petit, pendant longtemps, j'ai voulu être avocat. Enfin, j'avais ça en tête. Donc, je traînais ça, cette envie. Mais c'est pas la dureté concrète qui m'a fait abandonner ça. C'est que, bon, moi, à 18 ans, je suis parti. J'ai pris mon autonomie et j'ai travaillé. C'est-à-dire qu'à 18 ans, le jour de mon anniversaire, bon, voilà, j'ai pris un logement, moi qui une personne, et j'ai fait tout un tas de petits boulots pour avoir de l'argent. Et j'ai pas pu concilier, moi, les études, parce que j'étais inscrit en droit. Hein. J'ai fait une journée, mais j'ai pas réussi à concilier. Donc, voilà, je suis parti comme ça pendant... j'ai fait tous les petits boulots. Alors j'ai lavé les encriers dans des imprimeries, j'ai porté des sacs de sable, du ciment, des carrelages dans les chantiers, j'ai été convoyeur de fond, vigile, enfin bon, j'ai fait plein de choses, en intérim, enfin des petits boulots, quoi. J'ai fait les 3-8 en usine d'automobile. Là, ça m'a quand même fait réfléchir, parce que c'est vraiment spécial. Comment tu as vécu déjà cette période et comment on se sort de ça? Qu'est-ce qu'on ressent? Bon, là, j'étais un peu fou, hein, c'est-à-dire que je réfléchissais pas vraiment à l'avenir, c'est-à-dire que là, je vivais au jour le jour. Donc je travaillais, je gagnais de l'argent, je vivais avec une femme. On était dans une sorte de roue, voilà, sans trop réfléchir, sans essayer de bâtir quoi que ce soit. Et en fait, c'est l'armée qui m'a appelé. Mais c'était dur, enfin, ça doit être compliqué d'enchaîner énormément de boulot. Enfin, vous avez cité des métiers qui ne sont pas faciles à assumer au quotidien. Oui, mais enfin, je me posais pas de questions. Okay. Enfin, j'aurais peut-être dû m'en poser plus, mais je me posais pas de questions. En fait, j'avais vraiment, là, pour le coup, pas l'espoir de réussir. C'est-à-dire que je pensais vraiment être perdu pour la cause. Hein. C'est-à-dire que... Voilà, donc je fais les petits boulots, c'est comme ça, j'avais que le bac. Et moi je me souviens, quand j'ai fait la queue pour rentrer dans une usine qui est fermée maintenant, qui était l'usine Aulnay, une énorme usine Aulnay, pour
pour faire des portes. Moi, j'étais sur les portières de voitures. Le recruteur m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici avec le bac? J'ai dit, donnez-moi autre chose. Non, avec le bac, on est trop pour... on surprenait les recruteurs d'une usine, mais on n'avait pas assez pour faire autre chose. Le bac, ça sert à rien tout seul, quoi. Donc j'étais parti, voilà, dans cette spirale. Je m'amusais un petit peu. Moi, j'ai fait des préparations militaires parachutistes, parce que j'aimais bien sauter en parachute. Une pour voir ce que ça donnait. Et puis comme ça m'a plu, et que je me comportais bien, disons, ils m'ont demandé de venir comme aide-moniteur. Et donc j'ai sauté en parachute plusieurs fois. Voilà, ça a rythmé mes années comme ça. Et puis l'armée, donc j'étais dans un régiment parachutiste. Ça m'a cadré. Là, ça m'a remis les idées en place. Donc je suis resté 2 ans à l'armée. Et j'ai fait de l'outre-mer, ce qu'on appelle... donc j'ai connu un peu la guerre, quoi. Et bon, voilà, ça... On réapprend la vie, on voit les choses concrètement. Et donc en sortant de l'armée, toujours pareil, que le bac, un diplôme militaire, parce que j'étais infirmier, parachutiste, j'ai travaillé à l'usine. T'es resté combien de temps à peu près à l'armée? 2 ans. L'armée, moi je suis un défenseur du service militaire, qui a malheureusement disparu. Déjà c'était un creuset, c'est-à-dire que ça faisait des Français, c'est-à-dire des gens de toutes les conditions sociales, même s'il y en a qui arrivaient à y échapper à l'armée, de différentes manières, mais on mélangeait des gens de partout, et ça donnait un cadre, ça remettait les idées en place, surtout pour un garçon un peu agité. Voilà, donc l'armée pour moi c'était très intéressant. Moi, le rapport que j'avais avec l'armée, c'est... je suis aussi issu d'une famille de militaires, c'est-à-dire que du côté de ma mère, mon grand-père était militaire, de carrière. Il a fait la guerre, c'est-à-dire qu'il a été au Maroc en 1925, ensuite il a fait la guerre contre les Allemands, voilà, donc j'avais aussi ça dans mon environnement familial, le rapport à l'armée. Après, j'y suis resté 2 ans, que 2 ans. Pourquoi que 2 ans? J'étais dans un régiment parachutiste assez cool, qui faisait de la logistique, quoi. Et je suis allé voir la Légion, pensant que ce serait plus dynamique. Enfin, voilà. Et puis là, j'ai compris qu'au niveau sportif, je n'arriverais pas à suivre. Ça a été la fin de ma carrière militaire. Ok, donc après l'armée, t'es parti en usine, pourquoi? Alors après l'armée, j'ai tout de suite travaillé à l'usine, puisque quelqu'un de ma famille m'a trouvé cet emploi. Voilà, et pour pas traîner, pour pas être dans les difficultés matérielles, j'ai commencé à l'usine tout de suite. Donc là, à l'usine, j'ai une usine d'emballage en Normandie. J'ai commencé à la base. Et donc la base, c'était que j'étais au cul d'une machine, à recevoir des paquets de carton et à les empiler sur des palettes. Et petit à petit, en fait, je suis monté dans la hiérarchie ouvrière, c'est-à-dire que du cul de la machine, j'ai réussi à être au milieu de la machine, c'est-à-dire à aider le conducteur de la machine à installer les éléments pour la faire tourner, jusqu'à devenir le chef d'une machine et apprendre la conduite de plusieurs machines. Donc c'était des machines de découpe et d'impression d'emballage. En 3/8, c'est spécial, hein, c'est un rythme abrutissant, c'est-à-dire qu'on dort peu, c'est difficile physiquement. C'est ça le quotidien d'un ouvrier? Est-ce que vous pouvez nous décrire le quotidien d'un ouvrier, une anecdote? Alors, en fait, un ouvrier ne peut pas se consacrer à la vie intellectuelle. Parce que c'est abrutissant les 3/8 sur les machines. On est au service de la machine, dans le bruit, moi c'était l'encre, la poussière de carton. Et le rythme des 3/8, c'est abrutissant. Il faut récupérer longtemps après être sorti de l'usine. Voilà, on est enfermé dans l'usine. Mais par contre, il y a cette puissance de la production qui fait que on est quand même on est maintenu en vie, quoi. C'est-à-dire physiquement et psychologiquement. Même si, après, il y a des bêtises qui se font, parce qu'il y a des accidents de travail. Mais en fait, c'est un cocon. C'est aussi une famille, comme l'armée. Et donc l'usine,
alors on est pris dans le rythme, on devient un engrenage de la machine concert, avec des objectifs de production. Il faut être productif, il faut que ça tourne, il faut de la qualité, etc. Est-ce que tu as appris à aimer justement ce métier, à être ouvrier, par rapport à la cohésion qu'il y avait, la collectivité comme à l'armée? Alors je le détestais pas, mais de dire que j'avais un grand amour de ce que je faisais, parce que j'avais quand même des grandes périodes de décrochage, hein, c'est-à-dire que les nuits, mon cerveau partait en vacances, hein, c'est-à-dire que je me mettais en auto-hypnose, et voilà, je décrochais, je pensais à autre chose. Même si c'est compliqué, parce qu'il faut... Bon, par contre, ce que j'ai apprécié, c'est à l'époque, il y avait la formation par les anciens. Et ça, c'est important. Parce qu'on a beau faire toutes les standardisations, les méthodes bien pensées, en fait, il y a quand même la justesse de la main. Le maître qui éduque l'apprenti, ça, c'est irremplaçable. Et donc, moi, quand je suis arrivé dans l'industrie, dans l'emballage, il y avait cet accompagnement des jeunes par les vieux. Et donc, il y avait une transmission du savoir-faire. Je ne suis pas certain, à l'heure actuelle, qu'il y ait encore, puisqu'on vire les vieux, il coûte trop cher, mais on a perdu ça. Mais moi, j'ai connu cette justesse et ça, j'aimais bien, ce geste précis. Bon, sur les machines sur lesquelles j'étais, on faisait de la découpe d'emballage, donc c'est des fils de rasoir, hein, qui coupent. Et pour que la feuille continue de sortir de la machine sans éclater, il faut des petits points d'attache. Alors il y avait des machines très précises qui avaient été faites par des ingénieurs qui coupaient la fibre de papier de manière scientifique, etc. Mais ça remplaçait jamais la justesse de la main de l'ancien. Voilà, ça c'est une... Moi, ce que j'ai gardé de l'usine, c'est cette solidarité et surtout cette transmission. Et alors surtout, même si j'ai dit que l'industrie, le rythme des 3/8, c'est abrutissant, en fait, tout le monde est intelligent. Et à sa vie, à sa culture. Et donc le mépris pour les ouvriers qu'on peut parfois entendre de la part des cadres, ou des dirigeants, etc., ça je ne le supporte pas parce que je l'ai vécu et je sais d'où je viens. Et je sais que tous les gens ont du savoir-faire, ont des compétences et ont des choses à donner, à apporter. Je voulais revenir sur cette distinction que la plupart des gens font entre savoir intellectuel et manuel et savoir justement ce que vous en pensez et comment on pourrait mieux valoriser les métiers manuels comme ce que vous avez vécu, vous, comme ce que vous avez fait vous, pardon. Alors c'est simple, je vais donner un exemple. On a un gros problème d'énergie en ce moment en France. On n'a plus de soudeurs. Voilà. La réponse, elle est là. C'est-à-dire qu'on fait venir des soudeurs américains ou canadiens parce qu'à un moment, on a considéré que finalement, souder, c'était sale, c'était avilissant. Donc, on a arrêté de former des soudeurs et on a écarté les jeunes de ces métiers-là. Alors que ce sont des métiers dont on a besoin et qui sont très précieux. Et je pense que là, ça a été une révolution idéologique, c'est-à-dire de casser l'éducation technique à l'école, les lycées techniques, etc. On les a détruits parce qu'en fait, on pensait qu'ici, on allait être le pays des cols blancs, des ingénieurs, et qu'on allait exploiter. Ce qu'on a fait, on a délocalisé pour ça, on allait exploiter les Asiatiques ou autres pour faire venir la production. Bon, ben voilà, là on est au bout du processus, c'est qu'on est maintenant dépendant et il faut revenir, il faut rebâtir les choses. Et donc je pense que la première chose à faire, c'est effectivement mener cette bataille idéologique. Et il faut réhabiliter le travail manuel et technique. On va revenir un peu en arrière. Donc là, tu travailles à l'usine, tu fais les 3/8. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Alors en fait, ce qui s'est passé à l'usine, c'est que, comme je l'ai dit, donc j'ai monté la hiérarchie ouvrière et j'ai participé aux démarches qualité ISO. Alors à l'époque, c'était ISO 9002. C'était les débuts des démarches qualité.
Et donc, ils ont pris le bachelier de l'usine pour commencer à s'intéresser aux documents, pour accompagner l'audit. Et je suis rentré dans cette voie-là, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser aux procédures, aux manuels qualité, enfin, tout le système d'assurance qualité, on appelait ça à l'époque. Et donc, tout en continuant à être ouvrier, en faisant les 3-8 dans les machines, je suis devenu responsable qualité. Alors au début, j'avais les deux chapeaux, c'est-à-dire le producteur, mais aussi le technicien qualité. Et petit à petit, en fait, partant des démarches qualité, dans une usine, disons que ça a bien fonctionné, parce que j'ai amené une usine à être certifiée, et je me suis fait connaître, et on m'a appelé pour venir dans une autre usine, pour lancer la démarche qualité. Et donc j'étais dans une autre usine, dans une autre région, j'ai déménagé, et j'ai accompagné la démarche qualité, mais en continuant à travailler sur les machines. Mais j'étais chef de service, là. Alors ça, c'était une deuxième usine. Et puis une troisième usine, c'est le patron de l'usine qui avait changé, qui m'a demandé de le suivre. Voilà, pareil, j'ai fait une démarche qualité. J'étais moins sur les machines. Et donc, après, il fallait que je prenne connaissance des normes qui changeaient, des méthodes. Enfin, là, je me suis spécialisé dans les démarches qualité, au début dans l'emballage. Tu as continué à te nourrir intellectuellement. Hier, tu m'as dit qu'intellectuellement, tu n'avais pas de verrou. Tu as continué à entretenir tes compétences comme l'anglais. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça t'a apporté et pourquoi tu as toujours envie de continuer à te nourrir en plus de ton métier d'ouvrier? Disons que je m'intéresse un peu à tout. Voilà. Je suis curieux. Donc effectivement, j'ai pas perdu l'anglais, le petit niveau d'anglais que j'avais au lycée, mais enfin que j'ai amélioré après. Qu'est-ce qui fait que j'ai continué à lire énormément? Le goût de la lecture qu'on m'avait donné pendant l'enfance. Voilà, moi je remercie ma mère elle me forçait à lire et c'est rentré. Donc dès que j'ai eu plus de temps, parce que en faisant les 3-8, c'est compliqué d'ouvrir un livre, et en sortant des 3-8, là j'ai pu relire des livres, acheter des choses, m'intéresser. Voilà. Et c'est l'anglais qui t'a permis à un moment donné de te distinguer parmi d'autres candidatures? Ah, ça c'est après. Okay. Parce qu'après l'usine, là je viens d'expliquer que j'ai mon parcours dans 3 usines. Donc, où j'ai suivi une même personne 2 fois. Quoi. Et donc dans la dernière usine, la personne que j'ai suivie qui m'avait fait venir est partie. Après, ma situation devenait compliquée parce qu'il n'était plus là. Et là, j'ai décidé de reprendre les études. C'est-à-dire dans l'idée, c'était de sanctionner le niveau que j'avais atteint en termes de rémunération. C'est-à-dire en montant dans l'usine, je gagnais un peu plus qu'au début, quoi. J'étais au taquet dans les grilles des conventions collectives. J'avais des compétences qui étaient reconnues, mais il me fallait le diplôme qui aille avec. Et moi, en fait, j'ai cherché le diplôme qui corresponde au niveau que j'avais atteint. Et alors, c'est étonnant, mais au début, c'est l'école que j'ai visée. Donc, où je savais qu'en étant dans cette école, je sortirais en ayant un emploi. Bon, c'est ce que j'ai fait. Et donc, l'école que j'ai faite, donc j'ai passé une licence de management. J'avais un stage à effectuer. Et là, c'est donc une déviation, puisque je passe de l'emballage, donc de l'impression et de l'emballage carton, à la logistique. Je connaissais rien. Mais je me suis retrouvé stagiaire donc, sur un entrepôt bilingue. Alors c'est simple, sur cet entrepôt-là, tous ceux qui avaient mis anglais sur leur CV se sont retrouvés ici. Donc on avait rassemblé tout un tas de gens. Et donc moi j'avais aussi mis anglais sur mon CV. Et c'est cocasse parce que en fait il y avait beaucoup de gens qui parlaient pas anglais en fin de compte, qui pensaient.
d'autres qui parlaient très bien anglais, mais qui techniquement étaient largués. Et moi, ça m'a servi. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, j'étais dans les démarches qualité et d'amélioration des organisations. Et donc, j'allais discuter le soir avec les Anglais, les Écossais, pour comprendre ce que nous, les Français, on faisait de mal, qui nécessitait leur présence pour nous corriger. Et j'ai trouvé les solutions. Voilà, donc, l'anglais m'a servi. Ouais. On va revenir un petit peu en arrière. À quel âge tu as repris des études ? Et comment ça s'est passé, ce retour à l'école ? J'ai repris les études dans les conditions que j'ai décrites. Et il y a aussi un événement qui m'a mis du plomb dans la tête, c'est que j'ai été papa. Et bon, là, je me suis dit, il va falloir quand même faire quelque chose pour améliorer les conditions matérielles, quoi. Donc ça m'a poussé. Ça m'a poussé à reprendre les études. Donc j'avais 26 ans. Ou 28, je crois, je sais plus. Une fois que tu as eu ta licence, qu'est-ce que tu as ressenti concrètement ? Ah, bah alors là, j'étais super content parce que moi, je rêvais quand même de sortir de l'atelier et je regardais le premier étage. Et donc, je me retrouvais au premier étage. Et alors, en plus, je me suis retrouvé... Alors, au début, j'étais sur un entrepôt, mais après, je suis arrivé au niveau d'une direction régionale, d'une grosse entreprise de logistique, où on était 3. Il y avait le directeur régional, le contrôleur de gestion régional et moi. Donc, j'étais quand même... je commençais à avoir une vision de l'entreprise au-dessus de celle que j'avais auparavant. Bon, ça pouvait représenter une forme de réalisation. Et après, je me suis dit, parce que j'ai eu ce parcours en logistique, mais j'avais l'ambition de continuer. Je me suis dit, devenu cadre, il va falloir que je devienne directeur. Et puis trouver du sens. C'est pour ça que je suis arrivé en mutualité. Tu as toujours eu la volonté d'apprendre, mais aussi tu as entrepris à un moment donné. Est-ce que tu peux nous en parler et nous raconter ? Alors, je suis en logistique, oui. Je suis à la direction régionale, donc voilà, je suis à ce niveau-là. Alors, j'obtiens des compétences, c'est-à-dire qu'à côtoyer, vraiment dans ce petit milieu, là, je fais ma formation de gestion, d'entreprise comme ça. Et je me dis, il faut quand même que je fasse quelque chose qui ait du sens, qui corresponde à mes aspirations philosophiques. Et je me dis, et donc je découvre la mutualité, et donc c'est l'économie sociale et solidaire. Et je me dis, je vais m'éclater parce que je vais pouvoir partager mes compétences dans un milieu qui va me correspondre. Le problème, c'est que je suis arrivé dans les difficultés. Je suis arrivé dans une mutuelle qui avait des difficultés. Alors c'était une mutuelle énorme, parce qu'en fait en mutualité on fait de l'assurance, mais on a aussi des activités sanitaires et sociales. Et donc je dirigeais une grosse pharmacie, avec beaucoup de difficultés et des gros problèmes économiques. L'organisation était structurellement déficitaire depuis sa création. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais... Et donc mon travail, ça a consisté à redresser la situation. Alors j'ai obtenu un répit, c'est-à-dire que je suis resté 8 ans, alors que quand je suis arrivé, ça devait disparaître. Donc j'ai fait tenir l'entreprise 8 ans, mais ça a été super dur. Et là, pour le coup, j'ai connu la réalité d'un dirigeant d'entreprise qui stresse. Donc là, je sais ce que c'est aussi. C'est-à-dire, je viens de l'usine, je connais la condition ouvrière. J'ai été cadre de direction, donc je sais ce que les cadres de direction ont en tête, mais j'ai été aussi dirigeant d'entreprise. Et je sais Alors, si je devais expliquer ce qui est le plus dur, c'est pas les mêmes critères qui définissent la dureté, mais c'est pas simple. Et j'ai souffert énormément. Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube.
Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.